Chapitre 14. Surprenante révélation. Jessica dort. Elle rêve même tout fort en poussant des petits cris et en agitant les pattes. C'est embêtant parce que je ne peux pas l'avertir que je sors. Personne ne quitte jamais la maison sans la prévenir, c'est la moindre des choses. La pensée idiote de lui laisser un mot me traverse l'esprit. J'attends que son rêve soit fini, il ne faut jamais réveiller quelqu'un qui rêve, puis je lui pose doucement la main sur la tête en soufflant. Ma pilouchette, je sors, je reviens tout à l'heure. Elle ouvre un œil. Ah bon dit-elle, puis elle se rallonge et elle reprend son roupillon. L'inspecteur m'attend à 18 heures. Il ne faut pas que je sois en retard. Alors, ces informations nouvelles? L'inspecteur a une bosse énorme sur le côté de la tête, mais il n'a pas mis le moindre pansement. Toujours le club de l'heure des chiens. Information d'un de ses membres éminents, Madame Nénette. Et je raconte ma conversation avec Monique. Pas mal, dit l'inspecteur en frottant sa bosse avec une petite grimace de douleur. Tu es un très bon adjoint. Ça tombe bien, figure-toi, parce que l'homme au berger allemand, je me suis déjà renseigné sur lui, et il est dans nos locaux. Un de mes collègues l'interroge. Cet homme est gardien du chenil de la police. C'est là-bas, au centre de dressage, qu'il a emprunté le chien, qu'il connaît bien. Sans doute a-t-il besoin de se balader avec un animal imposant pour se sentir fort. Il s'y croit vraiment, celui-là. Et en plus, ce chien est un danger public. S'il est mal conduit, oui. C'est un chien qui n'aurait jamais dû quitter le centre. Les bêtes y sont entraînées pour la défense et pour tenir en respect les malfaiteurs. Il va être reconduit à son chenil. Voilà une bonne nouvelle. Mais ce que tu me dis à propos du fait qu'il connaissait Tual, reprend Monnier, et il note quelque chose sur un petit carnet. Et pour l'homme de la voie ferrée, nous cherchons. Téléphone. L'inspecteur va vers son bureau. Difficile de répéter sa conversation, mais elle se résume à ah, bon, bien, ou oui, ah. Je ne suis pas très sûr de l'ordre des monosyllabes. Enfin, il raccroche et il m'informe. L'homme de la voie ferrée, ce serait un malade, un schizophrène ou un psychopathe ou je ne sais quoi. Déterminer si c'est un criminel, il faut voir. Il a quand même essayé de me tuer. Enfin, pas directement, mais il aurait pu être responsable de ma mort. Pourquoi m'a-t-il attaqué? Tout est dans la réponse à cette question. Il rouvre son petit carnet et reprend. Essayons de procéder par ordre. Je vais faire amener ici le gars au chien. Cela t'intéresserait-il d'entendre ce qu'il a à nous dire? Je ne tiens pas trop à le rencontrer et à ce qu'il sache que je suis à l'origine de l'interrogatoire. Évidemment, il n'est pas question de te mettre en danger. Si tu veux, tu vas dans la toute petite pièce à côté, je laisse la porte entr'ouverte. D'accord? D'accord. J'entends la voix du type, aussi détestable que lui. L'inspecteur demande: Vous connaissez Tual? Je le connais et son compte chien aussi. Mais si vous voulez me faire dire que c'est moi qui l'ai tué, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Je n'y ai pas touché à ce pauvre mec. Comment le connaissez-vous? Bof, c'est ma mère qui le connaît. Elle a été élevée à l'assistance publique, la DAS, quoi. Vu que son père était mort et que sa mère était folle. Tual allait la voir à chaque fois qu'il venait en France. Ils ont gardé des relations. Vous ne l'aimiez pas, Tual? Je m'en foutais. Un minable. Vous aviez entendu dire qu'il était peut-être responsable de la mort de votre grand-père? Évidemment. Ah, vous croyez que ce serait un mobile? Mon grand-père, mais qu'est-ce que ça peut me foutre? Je ne l'ai jamais connu. L'inspecteur semble tout enregistrer, mais il ne fait aucun commentaire. Est-ce que vous pouvez me dire où vous étiez dimanche dernier? Dimanche, pourquoi? Il est mort dimanche, le vieux? Répondez. Dimanche, j'étais chez Michel, le neveu du Tual, justement. J'arrête de respirer. Vous étiez chez Michel? Je vous le dis, le seul membre de la famille qui soit un peu fréquentable. Il m'avait invité. Il y a des témoins, hein. On était bien 50. L'inspecteur semble un peu ennuyé et moi aussi. Quoique. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ce jour-là? Vous voulez savoir si j'y étais bien, hein? J'y étais, je vous le dis. Même qu'on était nombreux à rester couchés là-bas. Si bien que Michel a dormi dans sa voiture pour laisser de la place. Ça vous va comme détail? Michel a dormi dans sa voiture. Je vous le dis. C'est même moi qui l'ai réveillé en gueulant par la fenêtre. Il avait fermé la porte à clé derrière lui et personne ne pouvait sortir. Après, j'ai été obligée de passer par la fenêtre parce que ce con, il avait paumé la clé. Il avait perdu la clé de sa maison? Tout juste. On a fouillé la voiture, on n'a rien trouvé. Tu parles. Il disait qu'elle était dans la poche de sa veste, la clé. Pour moi, il l'a paumée en allant pisser ou quelque chose comme ça. Pendant un moment, l'inspecteur ne dit rien. Je lis dans ses pensées. J'ai le cœur qui bat. La clé. J'ai interrogé plusieurs invités de cette nuit-là, et personne ne m'a parlé de cela. Évidemment,
Ils dormaient encore tous. Ensuite, Michel a pris sa clé de réserve, et on en est resté là. Ah, vous voulez dire que ce n'est pas une preuve de ma présence là-bas? C'est bon, lâche Monnier, vous pouvez partir. Ouais, eh ben inspecteur, bien le bonjour. J'entends la porte qui se referme. J'ouvre la mienne. Monnier me regarde. Il ne dit rien. Puis il a un sourire en coin. Il s'organise un alibi de 50 témoins et il perd sa clé. Il se lève de son bureau et ferme son petit carnet avec un claquement sec. En tout cas, outre Jessie, on a encore un chien à remercier. Celui qui t'a attaqué. Là-dessus, je ne partage que très modérément son point de vue. S'il n'était pas entré en scène, nous n'aurions rien su de tout cela. Bien. Il ne me reste plus qu'à aller essayer ceci sur la porte de Michel, conclut-il en exhibant la clé. Au moment où nous allons sortir, pénètre dans la pièce un homme grand et sec. Il ne dit pas bonjour. Rien. Il ne fait même pas attention à moi. Il sort un papier de sa poche et lit. Robert Auffray, dit Mimile. Retraité des chemins de fer. A eu des problèmes avec la Gestapo. Sa femme et sa fille ont été déportées suite à une dénonciation. Camp d'Auschwitz, elles n'en sont pas revenues, gazées toutes les deux le jour même de leur arrivée. Monnier reste un moment sans prononcer une parole. Il regarde la clé dans sa main, puis, levant la tête vers le grand sec, il demande « Vérifiez donc si cet Auffray connaissait Thual, et également si Thual aurait pu avoir une responsabilité quelconque dans la déportation de sa femme et de sa fille. Je comprends qu'Auffray est le marcheur des rails. Patron, proteste le grand sec, il est pas loin de 7 heures, on est samedi et ma fille a son gala de danse dans une demi-heure. Bon, s'exclame Monnier avec un grand geste de la main. On attendra lundi. Si je peux me permettre, patron, ajoute l'autre d'un ton rassurant, lundi, le mort ne sera pas plus mort qu'aujourd'hui. C'est bon, je te dis. D'ailleurs, j'ai lu dans mes notes que Thual n'avait que 12 ans en 1944. Évidemment, un gosse peut très bien dénoncer. Et puis, vois du côté de ses parents. Enfin, lundi, quoi. L'inspecteur a refermé son petit carnet et l'a glissé dans sa poche intérieure. Allons-y, dit-il enfin. Je te ramène chez toi. Ce n'est pas utile, je peux rentrer à pied. Nous descendons ensemble l'escalier de pierre. Un détail me frappe soudain. Dites-moi, l'homme de la voie ferrée, s'il avait une petite fille pendant la guerre, il n'est sûrement pas tout jeune. Non, comme tu dis. Je me suis fait bousculer par un homme de plus de 80 ans. Ce n'est pas très glorieux. Il me lance un clin d'œil et murmure sur un ton confidentiel. Ne le dis à personne. J'aime bien l'inspecteur. Je joue le rôle de ma petite sœur, je le rassure. C'est que vous ne vous y attendiez pas, et puis c'est votre chute qui vous a assommé, pas l'homme. Médéric, dit l'inspecteur en me posant la main sur l'épaule, tu es un très bon fils. Nous rions tous les deux en ouvrant gaiement d'un grand coup de bras la porte vitrée qui donne sur la rue. Un vieillard est là. Il semble nous guetter. Ou du moins, guetter l'inspecteur parce que dès qu'il le voit, il se précipite sur lui. C'est vous, l'inspecteur Monnier? C'est moi. Mais si vous vouliez me voir, il fallait entrer. Aime pas les commissariats. Je suis seulement venu vous dire de pas embêter Mimile. Ah, Mimile égale Robert Auffray. C'est pas la peine d'embêter Mimile, insiste le vieux. Il n'a rien fait. Il m'a au minimum violemment agressé. Il ne voulait pas. Il vous a pris pour la Gestapo. Charmant, dit Monnier. Il a un peu de retard, non? C'est qu'il est resté bloqué. Enfin, je vais vous raconter. Et le vieux entraîne sans façon Monnier vers un banc. Je ne suis pas invité. Je m'assois quand même, un peu honteux de mon attitude, mais bien décidé à ne pas en changer tant qu'on ne me demande rien. Il travaillait avec moi, Mimile. C'était un bon copain, cheminot qu'on était. Un soir, alors qu'il allait rentrer chez lui, on lui dit qu'il a un convoi à prendre et de faire chauffer sa loco. Il n'était pas content, le Mimile, parce qu'il était déjà au travail depuis l'aurore et qu'il avait fait un aller-retour sur Saint-Brieuc dans la journée. À cette époque, ça prenait un sacré temps, ce n'est pas comme maintenant avec leur TGV. Mais pas question de râler. Pendant la guerre, ça ne rigolait pas. Enfin, il prend le convoi. Il ne savait pas ce que c'était. Des wagons à bestiaux, fermés. Mais dans le wagon, on entendait des cris et des appels. C'étaient des gens qui étaient enfermés là-dedans. Des juifs, des résistants, des communistes. Enfin, vous savez quoi. Il y avait des nazis partout qui empêchaient qu'on approche. Je les vois encore avec leurs fusils saletés. Mimile, il a convoyé le train jusqu'à Paris. Et puis il a été autorisé à rentrer chez lui. Il était de retour le surlendemain dans la soirée. Et c'est là qu'il a appris que le train qu'il avait conduit transportait sa femme et sa fille, arrêtées par la Gestapo parce qu'elles étaient juives. Vous vous rendez compte, monsieur? Et c'est lui qui avait conduit le train.
Il était comme fou, le pauvre Mimile. Il ne s'en est jamais remis. Il ne pouvait plus monter dans une loco sans éclater en sanglots. Et on a dû lui trouver un poste à la consigne de la gare. Mais le mal n'a pas passé. Il l'a rongé toute sa vie. Et même la retraite a tout fait empirer. C'est depuis qu'il est en retraite qu'il arpente la voie sur laquelle il a emmené sa femme et sa petite fille. Il se dit, pauvre Mimile, que peut-être elles ont pu sauter du train en marche et qu'elles l'attendent quelque part. Moi, je ne lui réponds rien. Si cet espoir l'aide à survivre. Tous les soirs, il part de la gare à 22 heures, comme le train cette fameuse nuit, et il fait le parcours à pied, jusqu'à chez lui, une ancienne maison de garde-barrière, 8 kilomètres. Là, il s'arrête et il attend. Il accroche l'écharpe de sa femme et le chapeau de paille de la petite à la fenêtre pour qu'elles reconnaissent la maison si elles arrivent. Je fais semblant de me gratter la joue pour qu'on ne voit pas que j'ai les larmes aux yeux. Monnier hoche la tête sans rien dire. L'homme se lève lourdement, puis il s'éloigne à petits pas, c'est tout.